Il faut me rappeler parfois, ok? Parce que j'ai déjà oublié de... C'est bien, donc on va commencer. Donc j'ai déjà expliqué le principe de l'authentification à base de la cryptographie asymétrique pour le cas du SSH. Maintenant, on va parler sur les avantages et les inconvénients de la cryptographie symétrique et surtout du chiffrement symétrique et du chiffrement asymétrique. J'ai dit que les avantages, les deux grands avantages de la cryptographie et du chiffrement symétrique, c'est la rapidité et que nous avons des clés qui sont courtes. Mais pour le cas des chiffrements asymétriques, le grand avantage, c'est qu'il facilite l'échange des clés. Pour l'inconvénient, le problème le chiffrement symétrique, c'est on ne peut pas échanger, on n'a pas un mécanisme pour échanger les clés d'une manière sécurisée, surtout si on désire communiquer dans un réseau qui est public, tel que le cas d'Internet. Et aussi, il y a le problème de gestion des clés. C'est quoi le problème de gestion de clés? Donc, normalement, si on a donc si on désire communiquer avec plusieurs entités, maintenant, j'aimerais une machine désire communiquer avec 3 machines. Pour chaque communication, j'ai besoin d'une clé secrète. C'est pas la même chose la clé privée ou la clé publique. Une fois j'ai un clé privé et un clé public, une machine ou bien une entité peut communiquer avec n'importe qui en utilisant seulement sa clé publique et sa clé privée. Mais le problème, l'inconvénient du chiffrement asymétrique, c'est la lenteur des opérations. Ce n'est pas comme le chiffrement symétrique qui est très rapide. En comparaison avec la cryptographie asymétrique, avec la cryptographie symétrique, les opérations, bien la complexité en temps, c'est très important au niveau des opérations de calcul. La deuxième grande inconvénient, bien problème de la cryptographie asymétrique, c'est la grande taille des clés. Actuellement, en utilisant l'algorithme ERSA, ça veut dire le minimum, c'est d'utiliser une clé de 2048 bits. Ce n'est pas comme le cas, par exemple, dans un algorithme de chiffrement symétrique tel que AES, qu'on a besoin seulement pour une sécurité garantie de 256 bits, ce qui pose des problèmes lors de stockage de ces clés. Parce que stocker 256 bits, ce n'est pas la même chose que de stocker 2048 bits, surtout si nous avons un grand réseau et on désire gérer et stocker ces clés. Pour les algorithmes qui sont actuellement sûrs, on peut parler ou bien sécurisés. Donc jusqu'à présent, l'AES, il permet de fonctionner avec 3 versions. L'AES avec 128 bits, ça veut dire avec une clé de 128. On peut trouver la version de l'AES en utilisant une clé de chiffrement ou bien une clé secrète de 192. Et aussi, on a la version de l'AES en utilisant une clé de 256 bits. Et les logiques, une fois nous avons l'AES 256 bits, il sera plus sécurisé que l'AES avec le 192 bits. Mais concernant la rapidité, c'est normal, l'AES 192, il sera plus rapide que l'AES 256 bits. Il y a aussi un algorithme qui est un algorithme de chiffrement par flux continu, qui est aussi considéré comme sécurisé, le SALSA 20. Mais en général, le standard actuel, on utilise l'AES pour le chiffrement symétrique. Maintenant, après qu'on a discuté la cryptographie symétrique, on va parler maintenant sur la notion de cryptographie hybride. Ça veut dire un système qui va utiliser à la fois les avantages de la cryptographie symétrique et aussi les avantages de la cryptographie asymétrique. Et en général,
dans la majorité des protocoles qui sont implémentés, tels que le cas de TLS ou bien d'autres protocoles très utilisés au niveau des protocoles de sécurité réseau, on préfère d'utiliser la cryptographie hybride. Qu'est-ce que cela veut dire, cryptographie hybride? On va utiliser, parce qu'en pratique, la majorité des cas, les algorithmes de chiffrement asymétrique ne sont pas utilisés pour le chiffrement des messages, surtout les longs messages. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà mentionné, les algorithmes asymétriques ou bien à clé publique, la rapidité d'ILOM, surtout un long message, ce sont très très longues l'exécution des opérations de chiffrement. Ce n'est pas comme le cas les algorithmes de chiffrement symétrique. Et en général, on utilise la cryptographie asymétrique pour échanger les clés, en général des clés de session pour le chiffrement symétrique. Le concept d'utiliser à la fois la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique, on parle d'un concept de cryptographie hybride ou bien d'un cryptosystème hybride. On va prendre un exemple de fonctionnement d'un cryptosystème hybride. Donc, on peut prendre un message. Donc, le message est chiffré rapidement grâce à une clé secrète d'un algorithme symétrique. Donc, on peut utiliser un algorithme symétrique tel que l'AES qui ne sert que pour un message. C'est une clé de session. Donc, on va générer une clé de session pour l'algorithme, un algorithme de chiffrement symétrique. Donc, la clé de session, ici, dans ce cas-là, un algorithme de clé pour l'algorithme l'AES, il sera chiffré grâce à un algorithme de cryptographie à clé publique, tel que le ERSA. Ça veut dire qu'on va prendre pour échanger la clé générée par l'algorithme l'AES à une entité B. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un algorithme de chiffrement asymétrique, tel que ERSA, pour échanger la clé. Le récepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va utiliser sa clé privée pour déchiffrer la clé symétrique de session. Et une fois on a fait l'étape d'échange de clés, les deux entités peuvent communiquer et chiffrer les messages en utilisant la notion de cryptographie symétrique. Donc, j'espère que vous arrivez à comprendre quelle est l'utilité de ce principe de la cryptographie hybride. La cryptographie symétrique, il a des avantages et des inconvénients. La cryptographie asymétrique, il a aussi des avantages et des inconvénients. Donc, afin d'avoir un mécanisme liquide, les avantages de la cryptographie symétrique et les avantages de la cryptographie symétrique, on a pensé que de créer un principe de la cryptographie hybride qui utilise à la fois la notion de la cryptographie symétrique pour le chiffrement des données et le principe de la cryptographie asymétrique pour échanger la clé de session ou bien la clé secrète. Une fois, comme j'ai dit, il va utiliser cette clé symétrique pour déchiffrer. Normalement, ce n'est pas crypté, c'est pour déchiffrer le message. Les fonctions de hachage. Donc maintenant, on va parler sur les fonctions de hachage. Donc, qu'est-ce qu'une fonction de hachage? Donc, on a parlé sur la première catégorie de la cryptographie liée à la cryptographie symétrique, la cryptographie asymétrique. On a parlé aussi sur le mélange du cryptographie symétrique et asymétrique. Maintenant, on va parler sur la notion des fonctions de hachage. Donc, une fonction de hachage, c'est un algorithme cryptographique. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il n'est pas besoin des clés de chiffrement. On ne va pas utiliser un clé de chiffrement ni de clé de déchiffrement. C'est pour cela qu'on dit que c'est une catégorie qui appartient à la cryptographie sans clé. On n'a l'utilisation des clés secrètes. Donc, techniquement, une fonction de hachage ou bien algorithme de hachage, c'est une transformation mathématique qui va prendre un message en entrée de taille variable. Nous avons une fonction mathématique
en général appelée fonction de hachage ou bien algorithme de hachage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner un haché de taille qui est fixée. يعني كتكون عندنا l'entrée de taille variable et la sortie de taille qui est fixe, qui est déjà connue en général. Donc la sortie d'une fonction de hachage est souvent appelée إما كنسميوها un hash, إما كنسميوها un empreinte, ou bien un condensé, ou bien un message digeste. Donc ça, كاملين هادو ce sont des noms synonymes. إما كنسميوها hash, ou bien on l'appelle empreinte, ou bien condense, ou bien on l'appelle message digeste. L'objectif d'une fonction de hachage, c'est d'assurer l'intégrité d'un message. Ça veut dire, quel que soit le message en entrée, مثلا دخلنا le message entrée ABC, ديما la valeur de haché, il sera la même. Ça veut dire, pour garantir l'intégrité d'un message, on peut utiliser le principe des fonctions de hachage. Comme j'ai dit, il est utilisé, donc une fonction de hachage, ou bien il est utilisé pour, donc une fonction de hachage est utilisée pour assurer l'intégrité des messages échangés ou bien des données échangées. Et il est aussi utilisé, on va voir que la notion des fonctions de hachage, ils sont utilisés dans la signature électronique et les signatures numériques. On va voir un exemple par la suite de ce concept. Donc, l'utilisation de ce type de fonction dans la cryptographie requiert qu'elle ait les propriétés suivantes. Ça veut dire, si on désire utiliser une fonction de hachage, il doit être public. Même un public, ça veut dire n'importe qui, n'importe quelle personne, il peut utiliser cette fonction de hachage pour assurer ou bien garantir l'intégrité. Quand vous téléchargez des logiciels ou bien un fichier, شنو كتلقاو حداه un haché ou bien un condensé. Quelle est l'utilité de ce condensé ou bien de ce haché? C'est pour vérifier l'intégrité de ce fichier. Donc, une petite modification d'un message en entrée implique une grande modification de la transformée. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc, normalement, une fois on a une entrée, par exemple ABC, maintenant ABC en majuscule, si on change seulement la lettre A, 12 majuscule minuscule, ça veut dire automatiquement la sortie de la fonction de hachage, il va être différent d'elle. Il a les lettres ABC en majuscule. Monsieur, Et finalement, c'est oui, parce que l'ASCII DL A majuscule, c'est pas l'ASCII DL A minuscule. c'est ça, oui. Ça veut dire une fois واخا كيكون الكاركتيرستيك شنو كاين عندنا هو نورمالمون الا عندنا واحد الميساج اون اونطري ديما لا فالور ديال لا سورتي كتكون لا ميم. هذا الا استخدمنا اون فونكسيون دو هاشاج. لا دوزيام شوز هو ان اون بوتيت موديفيكاسيون باسكو كيل est l'objectif d'une fonction de hachage? C'est de garantir l'intégrité. OK? Et déjà la modification, ça veut dire c'est quelqu'un fait une modification, une fonction de hachage doit détecter cette modification. Comment il va détecter cette modification? Ça veut dire on va comparer les hachés. Parce que normalement, si on revient sur le schéma, qui a un message, nous avons une fonction de hachage, nous avons un message haché ou bien le hash. Chaque fois, on a un changement fait le message, la fonction de hachage, il y aura un message ou bien un haché qui est différent. غادي نقارنوا هاد les deux hachés الا لقيناهم بحال بحال كنعرفوا بانه on n'a pas de modification, l'intégrité de fichier ou bien d'un message elle est garantie. Si le hash ou bien l'empreinte elle est différente, ça veut dire on sait qu'il y a une modification ou bien un problème d'intégrité. Et la troisième caractéristique d'une fonction de hachage, il doit être à son unique. Même à son unique. Et là, le schéma, ça veut dire en prenant un hash ou bien une empreinte, il est impossible de trouver le message. Donc, pour dire qu'une fonction de hachage elle est sécurisée, parmi les caractéristiques indispensables d'elle,
le hash ou bien l'empreinte, la sortie d'ILA, à partir de la sortie, il est impossible de trouver le message original. Parce qu'il faut distinguer entre une fonction de hachage et un algorithme de chiffrement. Il y a une grande différence. Un algorithme de chiffrement, il permet d'assurer la confidentialité. Ça veut dire qu'on peut chiffrer et en même temps on peut déchiffrer. Mais au niveau des fonctions de hachage, il n'y a pas une opération inverse. Automatiquement, on a le haché, ou le résultat d'une fonction de hachage, on peut revenir en arrière. Normalement, c'est impossible, surtout si on utilise une fonction de hachage qui est très sécurisée. Et la dernière caractéristique, la fonction doit être sans collision. Ça veut dire quoi sans collision? Ça veut dire crypter ou bien hacher un message A. Normalement, le résultat haché de ce message doit jamais, quel que soit le cas, être équivalent d'un haché d'un autre message. Ça veut dire qu'il y a des hashes qui sont uniques. Parmi les exemples de fonctions de hachage qu'on trouve actuellement, il y a le MD5. Monsieur. Oui. فهذيك اللي غادي يكونوا الهاش اونيك واش الا كان نفس الميساج اذا كان نفس الميساج الا كان نفس الميساج انا رجعنا غنعطي واحد ليكزامبل من بعد غنشوفوا واحد ليكزامبل باش نفهموا لان l'objectif principal ديال لي فونكسيون دو هاشاج ou bien les algorithmes de hachage c'est de garantir l'intégrité ياك ما معنى garantir l'intégrité. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai un fichier dans lequel fait salut tout le monde. Okay. Oui. Je désire envoyer ce fichier sur le réseau et j'aimerais garantir l'intégrité de ce fichier. Okay. Maintenant, ici un message par exemple. Comment je peux garantir l'intégrité de ce fichier? Normalement, je vais faire quoi? Je vais utiliser une fonction de hachage. Maintenant, je vais utiliser donc un site, une fonction de hachage. Donc, je peux le programmer. Je peux utiliser un outil tel que SSH ou bien un outil en ligne. Donc, choose file. Je vais chercher ce fichier. Message 1. Open. OK. Je vais faire hash. Vous allez voir normalement ici, je fais le résultat de MD5. Donc ça, c'est le résultat le haché de ce fichier-là. En utilisant l'algorithme MD5. Le résultat en utilisant bien le haché, bien la sortie, c'est cette valeur-là. Normalement, si j'aimerais assurer l'intégrité de ce fichier, maintenant, le fichier un serveur web personnel. OK, يعني كنحط le fichier ديالي le fichier message 1.txt وكنحط حداه la valeur suivante. OK, qu'est-ce qu'il va faire pour vérifier? Il y a un utilisateur qui télécharge le fichier pour garantir اش غايدير غايتيليشارجي الفيشي غايعاود ثاني يجي حتى هو يطبق لا فونكسيون مثلا الا عطيتو لها شي اون utilisant sh1 الا لقى هاد لا فالور il va connaître بان l'intégrité du fichier il est garanti. مثلا نعقلوا على هاد لو شيفر نعقلوا على هاد لو ريزولتا ديال هاد الهاشي. اوكي ça c'est le suivant. غادي نجيو اشنو غادي نديرو؟ غادي نجيو لو فيشي ديالنا اوريجينال. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter maintenant 2. OK? Je vais cliquer sur Entrée. C'est bien. غادي نرجع هنايا. Je vais choose a file. نرجع نجبد le fichier ديالي message 1. C'est bien. Open. OK, je vais faire hash. نمشي لا فيرسيون ديالي ديال
ou bien du hash en version, qu'est-ce que vous remarquez? مختلفين كلهم. Le nom du fichier, بحال ولكن شحال غيرنا؟ On a changé seulement un seul caractère. Il a غيرت غير l'espace. Ça veut dire هذه هي la caractéristique اللي هضرنا عليها. Ça veut dire une petite modification d'un message en entrée. Qu'est-ce qu'il implique? Vous allez remarquer complètement, ça veut dire la valeur, ça c'est un code en hexadécimal, c'est complètement différent. Ça veut dire le minimum, le strict minimum. Et c'est pour cela qu'on dit que les fonctions de hachage, ils permettent de garantir l'intégrité. Okay? Les algorithmes de chiffrement, mais la capacité. Ils n'ont pas la capacité de garantir l'intégrité d'un message. ولكن il permet de garantir la confidentialité du message, mais pas l'intégrité du message, parce qu'il faut distinguer entre l'intégrité et la confidentialité. La fonction doit être à son unique. شنو كنقصدوا بالson unique؟ ما معنى à son unique؟ يعني انطلاقا من هاد l'information اللي هي le hash ou bien كنسميها l'empreinte، ما يمكنش je peux pas avoir le شنو هي كانت l'entrée، شنو عطينا l'entrée pour avoir ce résultat. يعني عطينا un fichier texte اللي فيه des informations. Ça veut dire c'est impossible normalement pour dire une fonction de hash sécurisée, on doit trouver quel algorithme ou quelle fonction mathématique à utiliser pour rendre impossible باش اننا ندوزو la version originale du message. Comme j'ai dit, il existe plusieurs fonctions. On a le MD5, mais je vous ne conseille pas d'utiliser cette fonction. C'est une fonction qui n'est pas considérée du tout sécurisée actuellement. Il y a aussi le SH11. Aussi, il a été cassé par des Chinois à partir de 2005 et il n'est pas aussi considéré comme sécurisé. Actuellement, dans vos applications, donc il est préférable toujours d'utiliser soit le SH12 qui est actuellement, on peut dire, le standard, et il existe une troisième version, la version 3 de SH1. C'est le standard utilisé actuellement pour les fonctions de hachage. Il y a plusieurs versions de SH2. La plus utilisée, c'est en utilisant la sortie de le hash, c'est 256 bits. Il y a aussi la version 512, mais en général, la majorité des applications, on trouve un haché de 256 bits. Mais comme j'ai dit, il faut éviter d'utiliser le MD5 et aussi l'utilisation de SH1 parce que ce sont déjà des fonctions qui sont cassables. Il y a déjà des chercheurs, ils ont trouvé des failles de sécurité dans ces algorithmes de hachage. Donc, comme j'ai déjà montré donc l'exemple, maintenant on a le message en entrée salut, longueur 5. Vous allez remarquer pour le chiffrement, qu'est-ce qu'il va faire pour le hachage? Je m'excuse, c'est pas pour le hachage. Qu'est-ce qu'il va faire n'importe quelle fonction de أول حاجة غادي دير غتجبد منا le code ASCII. Après, il va le transformer en code binaire. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va faire les opérations, ça dépend. Est-ce qu'on utilise une fonction de type SH1? Est-ce qu'une fonction SH2? Ainsi de suite. Vous allez remarquer la même longueur. On a changé seulement à partir de S majuscule, le S minuscule. Qu'est-ce que vous remarquez? Puisque vous savez, normalement, le code ASCII de S majuscule, il est différent de S. Normalement, le S majuscule, le code ASCII est là, c'est 73. Mais pour le S minuscule, c'est 53. Et vous remarquez que le haché en version SH1, il est complètement différent des deux. Même chose pour l'algorithme de SH256. Même chose pour le SH1 384 et même chose pour le SH1 512. Maintenant, on va parler sur les signatures numériques.
Donc, lorsqu'on chiffre un message, il est fortement recommandé de le signer également afin d'assurer l'intégrité du message. Okay? Parce que, comme j'ai dit, le chiffrement ne permet pas d'assurer l'intégrité du message. Donc, afin d'assurer l'intégrité et aussi la non-répudiation d'un message, il est possible d'utiliser la signature. Donc, comme nous avons dit, l'objectif d'une signature numérique, c'est de s'assurer de l'intégrité d'une donnée et s'assurer de l'identité de son auteur. Donc, si la signature n'est pas valide, cela indique que l'auteur n'est pas le bon ou que la donnée reçue n'est pas celle que son auteur avait signée. La signature électronique n'assure pas la confidentialité des données, mais leur intégrité et la notion de la non-répudiation. Donc, comme j'ai dit, le chiffrement assure la confidentialité, mais la signature numérique ne peut pas assurer la confidentialité. La signature numérique, qu'est-ce qu'il permet d'assurer? Il assure seulement l'intégrité et aussi il permet d'assurer la non-répudiation, surtout si on utilise une signature en utilisant la cryptographie asymétrique, en utilisant une clé privée. On va voir ici l'étape de réalisation d'un algorithme de signature numérique basé sur la cryptographie asymétrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? En général, le signataire génère le condensat ou bien le haché. Il va prendre le document, il va utilise une fonction de hachage, il va avoir le condensé ou bien la sortie de la fonction hachée, une empreinte unique associée au message en utilisant une fonction de hachage. L'étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? Le signataire utilise l'algorithme de signature, qui prend en entrée sa clé privée. On va utiliser la clé privée et un algorithme de chiffrement asymétrique pour générer quoi? Pour générer une signature électronique. Ça veut dire pour générer une signature électronique, à la place de signer tout le message, qu'est-ce qu'on va signer? Parce qu'on a vu que la sortie d'une fonction de hachage est en général à une taille qui est fixe et une taille qui est, on peut dire, minimum par rapport au document original. Et on sait bien au niveau de la cryptographie symétrique, elle est lente, afin d'éviter de chiffrer en utilisant le message la cryptographie asymétrique. On a utilisé une fonction de hachage pour minimiser le temps au niveau de la signature. Par la suite, le signataire envoie ou bien il stocke le message et la signature électronique permettant ainsi à un récepteur d'en prendre connaissance. Ça veut dire la signature, un récepteur, il va la vérifier en utilisant quoi? En utilisant la même fonction de hachage utilisée et aussi en utilisant la clé publique parce que le signateur a utilisé la clé privée pour signer le message. Pour l'étape de vérification, qu'est-ce qu'on va faire? Le récepteur, il va calculer le condensé du message en clair, le document avec la signature, il va prendre le document, il va utiliser la même fonction de hachage, maintenant il va utiliser le SHA 256, il va générer le même haché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser, donc le récepteur utilise l'algorithme de vérification de signature. Qu'est-ce qu'il va prendre cet algorithme? Il va prendre la clé publique comme paramètre et la sortie de la fonction de hachage. Si le verdict, ça veut dire si le résultat est négatif, ça veut dire alors il ne faut pas faire confiance au message reçu. Ça veut dire nous avons une vérification non réussite de la signature. Maintenant, il y a un problème, une attaque ou bien une autre problème. Si la signature est valide, on sait que la non-répudiation de message, on est assuré l'entité émetteur du message et aussi on a assuré l'intégrité du message.
Donc ça, c'est un exemple d'utilisation du signature numérique en se basant sur le principe de cryptographie asymétrique. Maintenant, on va passer au dernier concept qu'on va voir dans cette partie-là, c'est le concept du certificat électronique ou bien les certificats numériques. On a parlé sur la notion de clé publique dans la cryptographie symétrique. Mais il y a un problème ici, parce que normalement les clés publiques, ils sont stockées publiquement. Ça veut dire n'importe qui, il peut savoir la clé publique. Il y a un petit problème. Donc, comment on peut vérifier que la clé publique, par exemple, de Bob, appartient effectivement à Bob et qu'il n'a pas été généré d'une manière malicieuse en son nom. يعني باش ممكن اننا نعرفوا هذه المعلومه الا كنا كنعتمدوا على لا كريبتوغرافي اسيمتريك كنعرفوا بان لا كريبتوغرافي اسيمتريك il génère un clé public et un clé privé. La clé publique elle est connue pour tout le monde, mais le problème كيفاش ممكن اننا نعرفوا بان هاد لا clé c'est une clé ديال Bob. Je vais vous poser un problème d'une cas réelle. Maintenant, vous visitez un site web bancaire pour être certain que le site web est légitime et qu'il ne s'agit pas d'un site frauduleux imitant celui d'un banque. Maintenant, peut-être vous pouvez recevoir la clé de la clé publique de la banque, ولكن باش غتعرف vraiment بأنه ça c'est la clé publique de la banque X. Mais si c'est une clé publique d'un attaquant qui a été générée et l'attaquant a envoyé cette clé et il va dire voilà, ça c'est une clé de la banque X. Est-ce que vous avez touché quel est le problème? L'utilisation de la cryptographie asymétrique sans l'utilisation du concept du certificat. Oui, monsieur. فهمنا لان من عندنا دوك لي كلي بوبليك ça veut dire n'importe quel qui ولا اتاكو يقدر يقول فوالا هاد لا كلي راه ديالي ويصيفطها لاتاكون ويصيفطها لان يوتيليزاتور. اوكي هذاك l'utilisateur غيستخدم هذيك لا كلي pour chiffrer un message confidentiel et l'attaquant il va prendre cette information. Ça c'est un exemple d'attaque de quoi? Man in the middle, bien attaque de homme de milieu. يعني un homme de milieu غيقدر يجي ما بين la communication entre l'émetteur et le récepteur. Il va envoyer la clé publique pour un émetteur. Il va dire voilà la clé publique ديال récepteur ولكن هي en réalité ديال un attaquant et l'émetteur n'a aucun moyen pour vérifier. Afin d'assurer ce concept-là, nous avons le concept d'utilisation de certificat numérique. C'est quoi un certificat électronique ou bien numérique? Donc c'est un ensemble, c'est un fichier qui va contenir un ensemble d'informations. La plus importante information, c'est la clé publique. يقدر تكون d'un individu, d'un nom de domaine, d'une personne X. المهم أنها c'est une clé publique. Les détails de cet individu, ça veut dire le nom dialo, le prénom dialo, le nom de domaine, etc. La signature numérique par un tiers de confiance. Et ça, ce qui est très important, là, les certificats électroniques. يعني كي يكونوا عندنا les informations ديال الكلي publique, d'autres informations concernant le propriétaire de la clé publique et qui va garantir la sécurité ou bien l'authentification de la clé publique, c'est la signature numérique d'un tiers de confiance. Qu'est-ce qu'il va faire avec la tiers de confiance? En général, on l'appelle une autorité de certificat. Il va vraiment garantir l'authenticité de la clé publique. Il y a aussi d'autres informations, l'usage de la clé, les dates de validité, les informations concernant la révocation. La clé. Ça veut dire parce que chaque certificat, il a une date de début et une date de fin. Les tiers de confiance ou bien le tiers de confiance, en général, c'est une autorité de certification. Qu'est-ce qu'il va faire? Avant de donner le certificat, il doit vérifier l'identité de l'entité demandant à créer le certificat. Il va créer le certificat après vérification.
Ça veut dire une autorité de certificat ou bien certification autorité, il doit avoir un mécanisme pour vérifier l'identité du porteur ou bien le demandeur de certificat, puis il va signer avec la clé privée de l'autorité de certificat. Il va tenir à jour une liste des certificats qui ont été révoqués. Même on a révoqué, nous avons, prenons le cas, il y a une attaque contre une clé privée. Un attaquant arrive à connaître la clé privée d'un certificat. Ça veut dire automatiquement on doit révoquer, on doit la supprimer. Donc une personne faisant confiance à un CA, à une autorité de certificat, devra pouvoir identifier toutes les personnes authentifiées par ce CA. Maintenant, on va prendre l'exemple suivant. Nous avons Alice. Il va demander un certificat d'une autorité de certificat. OK? Voici mon nom, ma clé et mes preuves de ces informations. L'autorité de certificat, il va envoyer le certificat. En général, la version la plus utilisée actuellement, c'est le X509. OK? Après cela, si Alice désire communiquer avec Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le nom et son certificat. Automatiquement, comment le récepteur, il va vérifier la validité de ce certificat? En général, Alice, ou bien le récepteur, doit faire confiance à l'autorité de certificat parce que c'est le récepteur ne fait pas confiance au certificat, le modèle كامله ما يمكنش أننا نعتمدوا عليه parce que ici, normalement, toutes les entités communicantes doivent faire confiance à l'autorité de certificat parce que la sécurité de ce modèle, elle est basée sur la sécurité de l'autorité de certification. La question qui se pose, comment connaître les autorités de certification de confiance? Ça veut dire, qui peut être une autorité de certificat? Donc, en général, dans le cas du protocole HTTPS, on trouve que les autorités de certificat, ils sont intégrés directement par les éditeurs dans les systèmes d'exploitation. Soit مثلا كتلقى مثلا في Windows ou bien Linux ou bien Macintosh, كتلقى فيهم déjà كيجيو معاهم un ensemble des autorités de certificat que Linux fait confiance, اللي مثلا Windows كتدير فيهم الثقة، اللي aussi Macintosh fait confiance. يعني ضروري كيجيو هذوك les systèmes d'exploitation et aussi les navigateurs avec des autorités de certificat. L'utilisateur est également libre de rajouter l'autorité de certification de son choix. Maintenant, dans un réseau interne, on peut créer notre propre autorité de certificat et l'ajouter comme autorité de confiance. Maintenant, si vous avez cherché dans le magasin de certificats de Chrome la version Windows, qu'est-ce que vous allez trouver? غتقلبوا مثلا غتلقاو Trust Routed Certification Authority. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كاع des certificats اللي غتلقاو هنايا Chrome, il fait confiance à ses autorités de certificat. Ça veut dire chaque fois vous visitez un site web qui utilise ou bien un nom de domaine qui utilise le concept du certificat numérique, s'il fait confiance à ces certificats, il peut les valider. يعني خاص ضروري داك le certificat ou bien داك le nom de domaine, il doit avoir une autorité de certificat اللي تكون معروفة et confirmée par les navigateurs ou bien le système d'exploitation. On va voir un exemple de certificat. Si on entre مثلا دخلنا le site web du ministère, le http://www.insu.gov.ma, on va faire un petit test. مثلا ندخلوا le site suivant du ministère. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez trouver cette icône de verrouillage. Une fois que vous cliquez sur cette icône de verrouillage, il y a un certificat, certificat valide. Ça veut dire que votre navigateur a validé le certificat. Vous trouvez des informations générales. Ça veut dire, voilà, qu'est-ce qu'il permet le certificat?
prove your identity to a remote computer. Il permet d'assurer l'identité to a remote computer. OK? Avec les informations en relation avec le nom de domaine et surtout l'autorité de certificat qui a généré le certificat. Ou des informations concernant la validité. Ça veut dire le premier date de validité, le départ le 2/4/2020 et quand il va finir, c'est le mois 8 de 2022. Si on désire des informations de détail, ici c'est le type, la version du certificat, c'est X509 version 3. Vous allez ici l'algorithme de signature. Comme vous avez vu, quel est l'algorithme de signature? C'est SH1 256 ERZA. Ça veut dire pour la cryptographie asymétrique, on utilise le ERZA. Et pour la fonction de hachage, on utilise le SH1 259. Pourquoi? Parce qu'un algorithme de signature, comme j'ai dit, en général, il est basé sur la cryptographie asymétrique et sur une fonction de hachage. Vous allez voir d'autres informations. On va chercher l'information qui nous intéresse, le public key. Vous allez voir, voilà ici la clé publique. Ici, vous remarquez que la taille ici de la clé publique, c'est 2048 bits. Ici, on peut copier de file, vous pouvez copier ce certificat, vous pouvez le stocker chez vous. Donc ça, c'est un exemple d'un certificat. Alors, comme j'ai dit dans le cas du protocole HTTPS, la présence du certificat, il permet d'offrir deux avantages. Donc nous sommes confiants que le site il est légitime parce qu'un certificat a été vérifié et signé par une autorité de certification de confiance. La deuxième chose, on peut chiffrer nos connexions vers ce site. À votre avis, comment on peut chiffrer ces informations? Maintenant, nous avons le certificat. Une fois on a un certificat, le navigateur a le certificat. Ça veut dire qu'il a la clé publique. En utilisant le protocole HTTPS, qu'est-ce qu'il peut faire? Le navigateur, il peut générer une clé secrète aléatoire. Il peut la chiffrer avec la clé publique. Il va l'envoyer au serveur web ou bien au serveur web le site web. OK? Le serveur web, il va déchiffrer ce clé secrète en utilisant la clé privée. Et maintenant, on a un échange d'une clé secrète de session. Et les deux entités, le navigateur web et le site web, peuvent communiquer d'une manière qui est sécurisée en se basant sur la cryptographie symétrique. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation du concept de la cryptographie hybride. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. OK. Je vais partager aussi avec vous un TD que vous allez faire la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, vous allez préparer. Donc, qui peut lire le premier exercice? Donc, Bomlik, vous pouvez lire le premier exercice. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Dresser un tableau comparatif entre la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. 2. Citer 3 algorithmes de chiffrement symétrique. Quel est l'algorithme le plus utilisé actuellement? 3. Expliquer la différence entre le chiffrement de flux ou chiffrement par flot, en anglais stream cipher, et le chiffrement par bloc, en anglais block cipher. 4. Dans la cryptographie asymétrique, chaque entité possède une paire de clés avec K pur I et K prive I, avec I identité de l'entité I. Petit a
expliquez la différence entre ces deux clés. Petit b. Quelle clé peut-on utiliser pour chiffrer un message destiné à une entité R? Qui peut lire ce message? Petit c. Quelle clé peut-on utiliser pour signer un message destiné à une R? Qui peut vérifier la signature du message? OK. On passe l'exercice. C'est clair les questions de l'exercice 1? Est-ce qu'il y a des questions concernant l'exercice 1? Donc, c'est l'exercice 1 clair. Nous avons l'exercice 2. Amir, vous pouvez lire l'exercice 2. Monsieur, un groupe de N personnes souhaite d'utiliser un système cryptographique pour s'échange de 2 à 2 des informations confidentielles. Les informations échangées entre deux membres du groupe ne devront pas pouvoir être lues par un autre membre. Dans une première phase, le groupe décide d'utiliser un système symétrique de chiffrement. 1. Donner le nom d'un algorithme de chiffrement symétrique reconnu par son niveau élevé de sécurité. 2. Quel est le nombre minimal de clés symétriques nécessaires? Le groupe décide ensuite de remplacer ce système par un système asymétrique. 3. Quel est le nombre minimal de couples de clés asymétriques nécessaires pour que chaque membre puisse envoyer et recevoir des informations chiffrées et ou signées? 4. Alice souhaite d'envoyer des informations chiffrées et signées à Bob. Alice et Bob appartiennent, appartiennent toutes les deux au groupe. Quelle clé Bob doit utiliser? Le groupe décidait finalement d'utiliser un système hybride pour, hybride pour le chiffrement. 5. Présente de fonctionnement de la cryptographie hybride. 6. Données qui ont poussé le groupe à utiliser un tel système. Est-ce qu'il y a des questions? شي حاجة ما مفهوماش في l'exercice 2. Donc c'est tout au clair. Je pense qu'on va s'arrêter. Donc normalement je suis en train يلا كنت نقول شحال هادي pour mettre en place les séances qu'on a fait qu'on a enregistré sur YouTube. Donc je pense que je pense la vérification. Je vais mettre en place le premier vidéo de la séance 5 de la semaine 3 et je vais par la suite le partage de ces vidéos sur YouTube, je vais partager avec vous les liens. Et ça, c'est parmi les avantages de l'enregistrement des séances en ligne. Vous êtes intéressé que je partage avec vous les liens ou bien non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, vous avez la possibilité, la semaine prochaine, les cours, la préparation à tête reposée, de voir ces vidéos, de les revoir, de les refaire à chaque fois. Vous êtes libre de revoir même 100 fois. Oui. Oui, je vous écoute. Monsieur, pour le TD, l'exercice 2, oui. avec la question de le nombre minimal. Il faut utiliser la matière grise. Oui, quel est le nombre minimal de couples de clés symétriques nécessaires pour que chaque membre puisse envoyer et recevoir? On a un échange cryptographique 2 à 2, même un 2 à 2 confidentiel. Et chaque deux entités désirent communiquer d'une manière confidentielle. OK? Et l'objectif final, maintenant, il y a n entités ou bien n personnes, et le nombre de les clés, le nombre minimum pour faire de la communication 2 à 2. Maintenant, il y a une entité A, B, C et D.
A va communiquer d'une manière confidentielle avec B, A va communiquer confidentiellement avec C, ou A va communiquer confidentiellement avec C. La même chose pour B, la même chose pour C, la même chose pour le D. Pour le D. Il faut faire un calcul, une opération. Quelle est l'équation mathématique pour calculer quel est le nombre minimum qu'on aura besoin pour utiliser dans ce système? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer la science? Monsieur, par rapport au TP, on doit l'envoyer maintenant ou jusqu'à ce qu'on... Le compte rendu, c'est la semaine prochaine. Ou le TP aujourd'hui? Non, non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Vous n'allez rien envoyer maintenant. Vous avez toute la semaine pour préparer le compte rendu. Alors, je comprends une chose. Il faut sachez une chose. Je sais que vous avez les PFE. عارف بأن مثلا كنعطيكم assez de travail. Et surtout le compte rendu. علاش؟ لأن عارف بأن la majorité عنده des grands problèmes في la rédaction. OK? Ou la rédaction, si vous voulez continuer vos études, راه تابعاكم. إلا مشيتي للخدمة راه غتكتب en français. إلا بغيت تمشي تقري راه غتكتب بالفرنسي. يعني راه تابعك. La rédaction. Ça veut dire راه شحال ما هربتي من la langue française راه تابعك. Ça veut dire il faut essayer. Je comprends les difficultés. راه ماشي عيب نرجعوا واخا كنوصلوا لافاك نرجعوا لي باز ديال لا لونغ اون اساي دو ريفوار لي زيكزارسيس ديال لورتوغراف نشوفوا عاوتاني الجرامير نعاودوا نراجعوا الكونجيغيزون راه سي با بروبليم اوكي راه لو بروبليم او بيان اللي عيب هو انني ندير دوك لي زيرور ديال لورتوغراف ندير دوك لي زيرور ديال الكونجيغيزون فاش كنهضر وسورتو مثلا غندفع لي زونتروتيان. Je vais passer des concours. Les concours, ce sont en français. C'est pour cela que j'exige les comptes rendus. Et c'est pour cela que j'ai dit un compte rendu, ce ne sont pas des captures d'écran et des images. Alors, normalement, c'est un exercice qu'il faut faire, rédiger. Comme aussi le PFE, vous devez rédiger un rapport, il faut apprendre. Parce que ça, c'est une compétence indispensable. Ce n'est pas quelque chose où vous pouvez tricher pour valider un module, vous ne pouvez pas tricher par la suite dans votre travail. Est-ce que c'est clair? Il faut comprendre une chose, la qualité ou bien les rédactions en français, c'est une compétence que vous devez apprendre et résoudre les problèmes. Je comprends, les gens, la majorité des étudiants, ils ont des difficultés, mais ce n'est pas une excuse, surtout pour les gens qui désirent continuer leurs études le master. Et même avec une licence, on a un grand problème les diplômés. Parmi les raisons, c'est la langue française. C'est pour cela que je vous invite énormément. Vous avez les vacances de l'été. Essayez, s'il vous plaît, les gens qui ont des difficultés cette langue, de résoudre ces problèmes-là. OK? Il y a des gens qui parlent, voilà, pourquoi nous avons l'anglais, il faut pas maîtriser déjà le français et après pourquoi ne pas maîtriser la langue française et aussi la langue anglaise? Est-ce que ça sera une mauvaise chose, à votre avis? Dans votre CV, vous aurez à la fois la maîtrise de la langue française et aussi la langue anglaise. Ou bien, ou là seulement avoir la maîtrise de la langue anglaise. Ou bien, le pire encore, ما عندك لا anglais, ما عندك لا français, لا عربية صحيحة. Et vous savez, surtout le Maroc, la majorité des entreprises, ce sont des entreprises multinationales. Les concours au niveau de l'État, ce sont en français. Vous avez besoin de rédiger, vous avez besoin de résoudre vos problèmes en communication. Soit la communication écrite, soit la communication orale. Donc ça, c'est un message entre parenthèses. Pour ce message, est-ce que vous avez reçu mon message? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur. Les étudiants qui parlent, dis-moi, monsieur, j'ai des difficultés en français. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Première année, j'ai des difficultés en français. Deuxième année, troisième année, j'ai des difficultés en français. Quatrième année, j'ai le master, j'ai des difficultés. Et vous allez rester toute votre vie avec des problèmes. وغتبقى العقدة ديالك الفرنسية إلا ما مشيتيش باش أنك تحل هذا المشكل. Vous devez la résoudre. Ça, c'est indispensable. غيبقى تابعك. Malheureusement, c'est notre situation.
On a aimé باش اننا نقراو باللغه ديالنا en langue arabe ou bien mais malheureusement ça c'est la situation. On ne peut pas la changer. Ça veut dire on doit s'adapter. يعني ما خصناش نهربوا من la langue française, ما خصناش نهربوا من les langues. Vous êtes technique et vous êtes informaticien ou la kima, mais vous devez communiquer. Vous allez rédiger des rapports, vous allez envoyer pour des fonctions. Ça veut dire que c'est indispensable. Donc j'espère que vous avez reçu mon message. Donc je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite bon courage. Et on se verra la semaine prochaine. Salam alaikum. Merci, monsieur. Merci, monsieur.